Chers abonnés de ma chaîne Impact Diaspora Afrique, bonjour. Merci de me rester fidèles. C'est l'été, la saison de relâchement et de quête de culture sous le signe du soleil. Bon, malheureusement, le soleil n'est pas présent vraiment aujourd'hui. Même si ce règne de cette saison nous pèse en grande chaleur parfois, et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi de sortir des cloisonnements, des murs, pour installer l'émission dans ce bel environnement féerique et bucolique. C'est celui du jardin japonais du musée Albert Kahn, propriété du département des Hauts-de-Seine, qui a bien voulu généreusement le mettre à notre disposition. Au passage, nous l'en remercions. Cette émission parlera de culture et plus précisément de livres, alors que j'ai décidé de mettre en lumière un auteur béninois de passage ici à Paris pour vous présenter Je ne vous mentirai pas. Bonjour, monsieur Parfait Kofi Gowou. Ça va, oui? Très, très bien. Merci beaucoup. Enchanté. Il vient brillamment d'écrire Je ne vous mentirai pas. J'espère que vous n'allez pas me mentir aujourd'hui. Pas du tout. Voilà. Zéro mensonge. D'accord. Donc, nous allons tout à l'heure discuter de ce livre à bâton rompu autour des thématiques de l'ouvrage de monsieur Parfait Gowou. L'occasion de cette entrevue avec monsieur Gowou est si bonne que nous en profiterons pour vous parler de 4 autres compatriotes qui animent aussi l'actualité littéraire du Bénin à travers des ouvrages de qualité et d'inspiration. C'est fort de tout cela que j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir monsieur Kofi Parfait Gowou, ancien homme de l'audiovisuel, auteur et homme d'affaires béninois. On y va, monsieur Gowou. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Parfait Gowou, Kofi, bonjour. Bonjour, madame Zissou. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Malgré votre timing assez serré, vous avez bien voulu m'accorder ce temps d'interview pour mon émission Impact Diaspora Afrique, débutée il y a de cela 1 an. Je vous remercie, toute ma gratitude. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Sachez qu'avant de vous recevoir, je me suis un peu intéressée à votre parcours, qui est un peu atypique, et je me suis aperçue que vous aviez été par le passé un homme des médias. Pouvez-vous nous parler de cette période qui a un tant soit peu marqué votre existence dans l'audiovisuel? Oui, à ma sortie de l'Institut national d'économie, dans les années 2001, mon souhait était de mettre en place une agence de communication parce que je regardais un peu la télévision béninoise et les produits, surtout en ce qui concerne la communication publicitaire. Je trouvais qu'on pouvait mieux faire. Tout à fait. Et je trouvais des spots carrément théâtrales, parfois très ennuyeux, inutilement longs. Et mon rêve était d'apporter du nouveau, d'apporter une touche. Et dans cette quête, j'ai mis en place une agence, mais qui n'a pas marché. La vie, pour moi, c'est échec, échec, essai, échec, essai, échec. Ça n'a pas marché, mais j'en étais là quand j'ai eu une opportunité à LC2 Média, en 2002, où j'ai travaillé. Et c'est à LC2 que je me suis rendu compte que à l'école, on apprend, c'est vrai, mais la pratique, c'est autre chose. Tout à fait. Donc, j'ai été encadré quand même par des maîtres qui étaient super bons, qui m'ont bien formé. Et j'ai eu du plaisir à faire le métier. Alors, après mon départ de LC2, j'ai été appelé par Steve Fassia, qui fut, Au passage, bonjour Steve. je dirais, ma star quand j'étais petit, Tout à fait. avec son émission Stars Music, que j'adorais. Il faut dire qu'au moment où lui m'appelait, j'avais quand même 3 offres d'emploi. Moi qui ne voulais pas être employé. Mais comme j'ai lancé mon activité que ça ne prenait pas, j'étais obligé de me chercher avec de petits jobs. Tout à fait. Voilà, donc quand il m'a appelé, j'avais 2 autres opportunités ailleurs, mais travailler avec Steve était pour moi un tremplin. C'était quelqu'un que j'adorais beaucoup. Donc j'ai saisi l'opportunité, surtout que lui, il était prêt à accepter mes conditions. D'accord. Parce qu'entre autres conditions, je ne voulais pas être un employé de 8h à midi, de 15h à 18h, non. Je tenais à continuer mes propres projets. Il a accepté le principe et on a fait du bon chemin ensemble. On a relevé beaucoup de défis, beaucoup de défis, au point où mes anciens employeurs ont voulu me débaucher à un moment donné, puisque j'étais le directeur commercial à Média Production, qui était la boîte qui produisait le week-end matin. Donc, nos écrans de publicité étaient tellement remplis que les gens cherchaient à savoir c'est qui celui qui est derrière. Le volet clientèle, c'était moi.
Donc, ils ont voulu me débaucher. Bon, j'ai pas accepté l'offre. De toute façon, on a fait 3 ans ensemble et en 2006, j'ai quitté Stifacia. D'accord. Bon, disons que toutes ces expériences vous ont un peu construit, formaté, et votre incursion dans le monde des médias fut une expérience Oui, une belle expérience. entièrement émouvante, car vous aviez eu le privilège de rencontrer plusieurs figures de la politique africaine, Oui. et aussi des figures qui sont dans le monde de la culture. D'abord, vous avez eu le privilège de rencontrer Aïcha Koné, l'actuelle diva, et Go Michel et Boiri, je pense. Bien sûr. Et certains hommes politiques comme l'ancien ministre de la Défense ivoirienne, Amani Nguessan, d'accord, l'ancien président de la République du Dahomey à l'époque, actuel Bénin, Émile Derlin Zinsou. Oui. Et notre éminent homme politique, Albert Tévreudret, sans compter Jean Plia, notre écrivain. Voilà. Alors, que vous ont inspiré ces personnalités publiques et politiques? En fait, après mon départ de Média Production, je me suis lancé dans l'intermédiation, c'est-à-dire que j'étais devenu un apporteur d'affaires parce qu'en voulant quitter Média Production, j'avais promis fermement à Steve que je n'allais pas remettre en place une agence de communication et lui piquer ses clients. Donc, je voulais sortir des médias, en fait. Donc, j'ai mis en place ma première structure qui servait de couloir entre des entreprises qui avaient des produits à vendre et ceux qui voulaient acheter. Donc, moi, on passait par moi pour acheter et puis moi, bon, je prenais des commissions sur les ventes. J'en étais là quand, en 2010, j'ai eu l'idée de faire une émission que j'ai dénommée Rêvons autrement. Rêvons autrement parce que je trouvais que les gens souffrent parfois pour du rien. D'accord. Et j'avais envie d'apporter une certaine joie. Parce qu'autour de moi, il y avait beaucoup de jeunes, sans emploi surtout, qui venaient, grand frère, Fofo, et venaient prendre des conseils chez moi régulièrement. Et c'est dans cette optique que je me suis dit, ben, tiens, quand j'arrive à apporter la paix à ces jeunes, pourquoi ne pas apporter la paix à plus de monde? Tout à fait. Dans cette quête que je me suis dit, je vais produire l'émission. Mais je ne voulais pas y aller seul parce que je me suis dit, mais est-ce que j'ai l'étoffe? Est-ce que j'ai le background pour parler de l'expérience à tout ce beau monde-là? Donc, j'ai pensé aux aînés, j'ai pensé à Albert Tévreudret, j'ai pensé à Jean Plia, j'ai pensé à Aïcha Koné, etc., etc. C'est là où l'émission Rêvons autrement est née. D'accord. Donc, avec l'émission Rêvons autrement, c'était une émission qui était conçue autour d'un thème d'abord. Ça peut être par exemple le pardon. Par rapport à chaque thème, il y a la première partie de l'émission que j'ai dénommée Il était une fois, parce que j'ai ramené les contes dans mon émission, parce que je trouvais que les contes disparaissaient, alors que moi j'ai été élevé quand même j'ai été éduqué, je vais dire, dans les contes. Les fables, donc les fables et autres. Et je trouvais qu'il y a toujours de la vertu à travers nos contes. Voilà. Donc en fonction du thème du jour, on présentait un conte. J'avais une co-animatrice, Chirel Tawema, qui présentait le conte. Et on revient maintenant au plateau avec l'invité du jour et puis on essaye de décortiquer le thème. Donc, avec cette expérience, il y a aussi le fait d'avoir rencontré des hommes politiques. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui, selon ces expériences, quel serait le paradoxe aujourd'hui pour vous entre la politique sociale culturelle en Afrique actuellement et la politique sociale culturelle d'antan? C'est-à-dire... est-ce que les choses ont évolué dans le bon sens ou bien il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine? Je ne voudrais pas être péremptoire, mais j'observe quand même que quand j'ai rencontré les Insou, les Jean Plia, les Albert Tévreudret, tous ces gens avaient quelque chose en commun. Tout à fait. C'est des gens qui sont d'abord très cultivés, extrêmement cultivés. Ensuite, ils ont tous fait le militantisme. C'est ça. Ils sont formés dans une certaine moule. Et quand vous les écoutez, vous sentez que, quoi qu'en soit ce qu'on peut leur reprocher à ces gens-là, ils aimaient le Bénin. C'est ça. Ils avaient une façon particulière de parler du Bénin. Chacun avec ses défauts et ses qualités. Mais ils aimaient le Bénin, ces gens-là. Et ils sont tous milités, soit dans des partis, soit dans des formations politiques,
association des étudiants, de Dahomey, etc., etc. Donc, ils avaient une formation à la base. C'est pas des gens qui sont tombés dans la politique par hasard. C'était pas des opportunistes. Ils ont été formés. Ils ont été formés pour ça. Ils avaient de l'expérience aussi. Ils avaient de l'expérience pour ça. Quand j'écoute le président Zinsou me parler du Bénin profond, tu sens que ce monsieur, il a fait le tour. Tout à fait. Aujourd'hui, tu constates que il y a des gens qui ont même envie de diriger le Bénin, mais qui ne connaissent même pas vers commune sur les 77 que nous avons. C'est dommage. C'est dommage. Donc, la grande différence, c'est que ces gens étaient préparés. Ils étaient préparés pour le pouvoir. Ils aimaient la politique. La politique, ça circule dans leur sang. Même quand tu rencontres un monsieur comme Zinsou à 94 ans, pratiquement, au moment où je le recevais dans mon émission, mais vous sentez que le monsieur, il est fatigué, mais il tient. Et il a de la cohérence. Et qu'il a encore. Alors aujourd'hui, quand moi j'écoute un jeune politique parler, je suis souvent déçu. Parce que j'ai l'impression que on y va juste pour aller gagner de l'argent. On y va juste pour les postes. La politique a perverti notre pays, ça a perverti nos mœurs, de telle manière que même celui qui est tout jeune, qui souffre, se dit si j'étais dans la politique, j'allais gagner de l'argent. Donc, si je dois faire une différence, c'est au niveau de la mentalité. Débat peut nous prendre énormément de temps. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Exactement. Mais bon, on va passer aussi à l'essentiel. Aujourd'hui, vous êtes devenu un homme d'affaires aguerri. La preuve, vous venez d'Asie, n'est-ce pas? Oui. En transitant par ici, la France, pour faire la promotion de votre ouvrage. Oui. Je ne vous mentirai pas. Je ne vous mentirai pas. Alors, pouvez-vous nous parler de cette transition et quelle serait la leçon à tirer de votre parcours jonché parfois de difficultés comme vous l'aviez annoncé au tout début de votre interview, ou un parcours positif dans l'ensemble, parce que voilà, ça peut être aussi positif. Vous en avez tiré du bon, tout comme vous avez fait des expériences négatives qui vous ont marqué. Oui. Comme j'ai commencé par le dire, je dis la vie c'est essai, échec, essai, échec. L'essentiel c'est de ne pas lâcher. Et c'est de comprendre que si vous avez échoué entre-temps, l'essentiel c'est d'apprendre de cet échec-là. Donc les échecs, j'en ai eu beaucoup. Les succès aussi, j'en ai eu. Oui, c'est sûr, j'en ai eu beaucoup de succès aussi. Et aujourd'hui, il y a peut-être, ça fait maintenant près de 13 ans que j'ai quitté complètement les médias. D'accord. Et je suis carrément dans l'importation, dans l'agro-business. J'ai commencé avec le Nigeria. J'ai importé beaucoup du Nigeria, après le Ghana, mais après, je suis allé à l'Inter, avec la Chine aujourd'hui, la Turquie, l'Afrique du Sud et l'Espagne. C'est les pays avec lesquels je travaille. Merci. Voilà. Venons à votre ouvrage intitulé « Je ne vous mentirai pas ». Oui, Bon, d'après tout ce que vous venez de nous raconter, je présume que l'idée qui vous a inspiré à écrire ce livre est liée à vos expériences vécues par le passé. Oui. Pouvez-vous nous résumer en quelques mots la vérité, cette vérité définie tout au long de votre récit contenu dans cet ouvrage? C'est simplement parfait dans sa nudité. Tout à fait. Oui, parfait dans sa nudité, parfait dans son quotidien, parfait dans son vécu, parfait dans ses forces et ses faiblesses. Et j'ai fait une forme de storytelling, voilà, à partir, n'est-ce pas, de l'émission Rêvons Autrement. Tout est parti de l'émission Rêvons Autrement. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que toutes ces personnalités que j'ai reçues, la mort a commencé par faucher certains. Et je me suis dit, ce qu'ils ont laissé, ils ont été tellement sincères dans cette émission que je me suis dit, il fallait laisser quelque chose à la jeunesse. Ça valait la peine d'immortaliser. Exactement. Donc j'ai pris 13 thèmes que j'ai eu à développer avec eux. Et par rapport à chaque thème, j'ai raconté ma propre histoire. Super. Donc voilà l'histoire du Je ne vous mentirai pas. On ne va pas trop en dire, on va laisser les gens découvrir. Allez découvrir, l'acheter et découvrir. Très bien. Et maintenant, pour finir, Monsieur Kofi Parfait Gongou, si vous avez un conseil à donner aux jeunes de la diaspora, parce qu'il y a beaucoup de jeunes de la diaspora qui ont à cœur de retourner au pays, s'implanter, c'est d'encourager les gens de la diaspora pour un retour au pays, pour aller porter leur pierre à l'édifice, pour la construction du Bénin nouveau. Quand même, après tout, ils sont venus en France, ils ont étudié, ils ont des expériences. Pourquoi ne pas aller mettre ça à profit dans leur pays d'origine?
Quelles seraient les perspectives d'avenir sans risque de tout perdre? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui y vont et qui reviennent les bras ballants, voilà. Ils ont tout perdu. Est-ce que vous pouvez leur prodiguer quelques conseils, voire même à l'avenir construire une sorte de manuel pour plus qu'ils aient qu'ils prennent leurs précautions, qu'ils puissent les aider à bien se préparer avant un retour au pays? Il n'aura pas sûrement un manuel qui pourra faire le tout des aléas de ce que peut vivre un homme d'affaires. J'aime souvent dire que l'homme d'affaires, c'est celui qui gère les imprévus. Oui. Les imprévus, va toujours en avoir. Mais je dis que le Bénin, notre pays, est un pays où pratiquement rien n'est fait. Donc, il y a de l'avenir. Et aujourd'hui, si moi, je suis de la diaspora, et je pense au Bénin, la première chose à laquelle je vais penser, pour être franc avec vous, je penserai au tourisme, au domaine du tourisme. Parce que le Bénin est en train de faire de très grands pas. Et il y a beaucoup d'investissements. Il faut voir le tourisme dans sa globalité, voir tout ce qui est accessoire, voir tout ce qui est logistique, qu'on peut mettre autour, n'est-ce pas? Parce que dans 2 ans, dans 3 ans, et d'ailleurs ça a déjà commencé, le Bénin a commencé par être visité sérieusement. Dans 2 ans, dans 3 ans, ce serait un boom. Alors, si vous avez envie d'investir au Bénin, voilà un domaine dans lequel vous pouvez être. La GDIZ, je crois, est là. Le projet qui est à Golo, c'est un grand projet. Si vous avez de gros financiers, des gros bailleurs de fonds qui en ont beaucoup à mettre, le Bénin est ouvert parce qu'il y a des exonérations fiscales extraordinaires, un accompagnement extraordinaire. Donc, le Bénin vous tend la main. Moi, tout ce que je vais dire, c'est que ne venez pas au Bénin en disant que je viens en Yovo. Venez au Bénin en tant que Béninois. Tout à fait. Hein? Ne vous contentez pas de ce que vous avez appris ailleurs, mais essayez au mieux de venir au Bénin et de vous remettre dans la peau du Béninois. Tout à fait. Voyez, ne venez pas avec avec beaucoup de rêves, avec plein d'enthousiasme. Non, l'enthousiasme, tout ce qui est entreprise. Trop d'enthousiasme, ça tue l'entreprise. Je vais dire, en résumé, et ceci est valable pour tout homme d'affaires. L'homme d'affaires, c'est celui qui est tantôt très audacieux, tantôt très prudent. Donc, voilà le conseil qu'il peut donner à mes frères béninois. Merci. Et c'est sur ces belles notes que nous allons mettre fin à notre interview. Bon, alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'en plus d'être à l'origine du culte traditionnel polythéiste qui repose sur l'idée que Dieu est en tout et partout dans l'univers, vous savez bien de quoi je veux parler. Le Dahomey actuel Bénin a, dans les années 60-70, été cité comme le quartier latin de l'Afrique. Aussi, ne pouvons-nous pas parler d'actualité littéraire au Bénin sans faire référence à son passé riche en production littéraire avec de grands noms aux œuvres éponymes. Nous allons citer des écrivains comme Olympe Bellikenum et son piège sans fin, Paul Azoulay et son Dogissimi, Jean Pliat, grand prix littéraire que vous avez eu le plaisir de recevoir parce que je l'ai lu dans votre ouvrage, grand prix littéraire Afrique noire, auteur de la secrétaire particulière que nos aînés ont eu le plaisir d'étudier au collège, les tresseuses de cordes, l'arbre fétiche, pour ne citer que cela. Eustache Prudencio, auteur des Vents du lac, Ombre et soleil ou violence de la race, et Prince des champs. Le grand politologue Albert Thévo-Edré, auteur du livre Le bonheur de servir. Et oui, il a eu vraiment le bonheur de servir son pays. Stanislas Spero Adotevi, auteur du livre Négritude et Négrologue, du tiers-monde au quart. Paul Fabot, un écrivain que j'ai découvert vraiment, et qui m'intéresse, qui m'inspire énormément, fondateur de l'hebdomadaire L'Afrique et le monde à Bruxelles, et auteur d'une pièce de théâtre, Ombrage, en 1948. Vous imaginez? Vraiment, on avait des pépites. Il faut vraiment qu'on les remette au goût du jour. Et Jean-Pierre, je ne peux pas passer sans rendre hommage à mon oncle Jean-Pierre Agondanou, qui a été un grand homme politique aussi au Bénin,
ancien président des Dragons de l'UEME, et qui est aussi auteur de Porto Novo, ville d'hier et d'avenir. Dans cet ouvrage, on peut lire aussi son combat, enfin, le combat qu'il a décrit entre le tonnerre et le roi Tofa. Et enfin, on ne peut pas parler d'écrivains sans parler de deux femmes, de certaines femmes aussi qui ont marqué leur temps, à savoir Madame Hélène d'Almeida Topor, qui est à l'origine de Les Amazones, et une autre dame que j'ai découvert aussi, vraiment, qui s'appelle Madame Rachida Ismaili, d'origine bénino-nigériane, qui a émigré aux États-Unis dans les années 40 et qui est auteur de L'acte de Light, Cantata for Jimmy. Ils avaient tous maintenu haut et vivifiante la flamme littéraire d'un pays réputé intellectuel qui n'a jamais volé par le passé son surnom du quartier latin de l'Afrique. En citant ces anciens, dont beaucoup ne répondent plus de cette vie, il est impérieux et nécessaire d'entretenir leur héritage et de le garder intact pour le transmettre aux générations futures. C'est pourquoi les jeunes pousses littéraires du pays ont besoin de lumière et d'encouragement, ce à quoi s'emploie notre émission de ce jour. Pour ma part, c'est bientôt l'heure du départ en vacances, et ce qui signifie une déconnexion partielle ou totale des réseaux sociaux. Voilà, et j'embarquerai avec moi 4 ouvrages que je tiens à citer ici. Les 4 auteurs sont tous originaires du quartier latin de l'Afrique, ancien Dahomey, actuel Bénin. Et le premier ouvrage est écrit par une dame que je salue au passage, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Madame Mireille Maoussi Bopé, intitulé « Les femmes aiment qu'on leur dise « je t'aime ». Eh oui, les femmes aiment qu'on leur dise « je t'aime ». Je vous présente rapidement un petit résumé qui rappelle à l'homme la facilité à mettre le sourire sur les lèvres d'une femme par le mot adéquat. Les femmes aiment qu'on leur dise « je t'aime ». N'est-ce pas, mon cher ami parfait? Entièrement d'accord. Alors, c'est un recueil de chroniques écrites sur Facebook. Ces réflexions empreintes d'un brin d'impertinence naissent d'une plume libre et particulièrement engagée envers la femme au sein des communautés d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, je vais vous laisser découvrir cet ouvrage que moi, j'apprécie énormément parce que nous, les femmes, on est tellement bizarres. Il suffit juste de nous dire « je t'aime » et puis on oublie tout. Il paraît que vous êtes sensible à On est très sensible, on est très sensible. Il suffit de voilà, on pardonne tout en même temps. Donc ce livre est à la librairie Notre-Dame et à la librairie Savoir d'Afrique à Cotonou et en version électronique sur decitre.fr e-book. Ou vous pouvez nous envoyer un message à Impact Diaspora, Diaspo Afrique, Impact Diaspo Afrique avec C, @gmail.com ou au numéro 07 87 90 85 92. Nous mettrons toutes les coordonnées au bas de notre émission. Alors, le second ouvrage est écrit par un monsieur que j'apprécie beaucoup pour son calme, sa pondérance. Il s'agit de monsieur Geraldo Gomez et son livre est intitulé « Douleur actuelle, paradoxe et angoisse ». Voilà, monsieur Geraldo Gomez, que vous connaissez certainement pour ses prises de parole sur certains médias béninois, et donc qui a écrit « Douleur actuelle ». Paradoxe et angoisse. À ses yeux, il est illusoire de rechercher la satisfaction d'un désir ou un bonheur quelconque en dehors d'un cadre où l'on pourra le partager. Alors, il est conquis en compagnie des siens avec qui on organise le temps et l'espace. Je vous invite donc à découvrir ce merveilleux ouvrage sur Amazon pour les gens de la diaspora au prix de 20 € et à la librairie Savoir d'Afrique au Carrefour La Roche au Bénin, ainsi qu'à la librairie Libra Rim à Calavi. Le troisième ouvrage est celui de mon cher parfait, Kofi Gohou, que j'ai plaisir à recevoir aujourd'hui, qui vient bien sûr qui a eu le plaisir de vous faire découvrir à travers son entretien aujourd'hui. Je vous laisse le découvrir aussi, et vous pouvez
lui envoyer un message au numéro WhatsApp plus 229 66 82 82 89. Il vous répondra et il vous fera acheminer l'ouvrage où que vous soyez. Enfin, le dernier ouvrage, c'est de mon ami Léonce Mbadji, que j'ai eu le plaisir de recevoir il y a quelques temps dans mon émission, et qui est pas mal connu du milieu béninois, que ce soit de la diaspora ou du Bénin. Vous en savez quelque chose, même mieux que moi, et qui nous a pondu ce petit bébé il y a quelques temps, qui s'appelle Le Bénin de demain. Le Bénin de demain. Je vous laisse découvrir aussi cet ouvrage. Et vous pouvez le commander sur Amazon, à la FNAC ou sur Harmattan au prix de 11 €. Moi, je l'ai commandé, je l'ai reçu 24 heures après. Donc, je vous rappelle aussi qu'il est à l'origine de la semaine Afrique des solutions qui se déroulera du 25 au 28 octobre 2023 dans les locaux Les Pyramides Port-Marly, situé au 16 avenue de Saint-Germain, 78 560 le Port-Marly. Vous trouverez toutes les informations liées à cet événement au 07 88 69 52 27 ou sur le site www.notre-voix-info. Merci à vous, merci de m'avoir suivi. Je sais que je ne suis pas très régulière, mais ne vous inquiétez pas. J'ai un travail, j'ai d'autres imprévus. J'ai passé une année assez tumultueuse, mais je vous reviendrai très vite. Soyez heureux et je vous dis à très, très bientôt. Merci, Monsieur Gourou. Merci à vous Merci aussi. à vous et bon Salut. retour au Bénin. Merci. Salut.